mais pour toi. Camé, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Camé, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis. La crise anglophone, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, quelle analyse faites-vous de cette crise-là qui perdure, malheureusement? Les origines de la crise, voilà. Oh, les origines de la crise anglophone sont lointaines, même s'il faut reconnaître que la gestion qui en a été faite a contribué à une forme d'accélération des choses, donc à la dégradation des choses ces derniers jours. Manifestement, l'un des plus gros fiascos politiques de l'ère Biya, parce que qu'on en soit arrivé à ce qui se passe aujourd'hui, notamment à faire la guerre à une partie des Camerounais, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce que cette crise naît de quoi? Elle naît du fait que les Camerounais d'expression anglaise demandent que soient prises en compte, n'est-ce pas, des spécificités en rapport avec leur culture anglophone. Ça peut choquer un certain nombre de personnes qui pensent qu'il y a culture anglo-saxonne ou anglo-saxonne. Oui. Voilà. Parce que l'anglo-saxon, n'est-ce pas, n'a pas, sur le plan de l'organisation sociale, de l'organisation politique, de la manière de exactement le même dispositif que le francophone. Il y a un certain nombre de nuances, et on sait que tout se retrouve souvent dans la nuance. Il y a un certain nombre de nuances sur le plan organisationnel, sur le plan fonctionnel, sur le plan même du rapport à l'autorité, qui n'est pas exactement le même dans les deux entités. Qui est souvent linéaire pour les anglophones et vertical pour les francophones. Tout à fait. Et également il y a également des problèmes en rapport avec la représentation, la visibilité, n'est-ce pas, des anglophones. Je préfère résumer ça comme ça parce que c'est quand même assez dense. J'ai fait un certain nombre de réflexions là-dessus. On ne va pas revenir dessus parce que c'est acquis aujourd'hui qu'il y a un problème anglophone. On est au niveau de la guerre, donc on ne se pose plus des questions. Malheureusement. Comment le pouvoir a répondu dans un premier temps à cette crise-là? Il y a eu des gens qui manifestaient, n'est-ce pas, qui exigeaient un certain nombre pacifiquement, qui demandaient un certain nombre de réformes, n'est-ce pas, en rapport avec la forme de l'État ou la manière dont ils sont gérés. Le pouvoir politique camerounais a répondu par la violence. Il y a des anglophones, il y a des manifestants qui ont perdu leur vie, c'est-à-dire qui ont été tués parce qu'ils exerçaient simplement un droit constitutionnel, celui, n'est-ce pas, de pouvoir exprimer librement ses opinions. Voilà où est-ce qu'on en est. Et il me souvient, quand surviennent ces incidents, j'entendrais une frange, certes minoritaire, dire, mais tiens, ils ont érigé, il y a un drapeau étranger qui a été érigé sur le territoire camerounais, c'est grave, donc il méritait d'être... Et je dis... Il méritait d'être... Ah ben, d'être tué, par exemple. D'être tué. Alors, sommes-nous dans un pays de droit où celui qui enfreint la loi doit être interpellé, jugé, ou doit-on tuer celui qui enfreint la loi? Encore que dans le cas d'espèce, il s'agit d'un acte politique. On répond à un acte politique par un acte politique. Bah oui, ah oui, tout à fait. C'est ce qui devrait être fait. C'est une question de gouvernance. Les Corses ont brandi leur drapeau ici en France ces jours-ci en attendant la visite d'Emmanuel Macron dans 2 jours. Ils ont fait une marche pacifique. Aucun Corse n'a été tué, rassurez-moi. Oui, ben, ça ne risque pas d'arriver en France, heureusement. Donc, voilà où est-ce qu'on en est, où des revendications authentiques sont
réprimée dans le sang. Puis s'ensuit, n'est-ce pas, d'autres escalades. Et les leaders, n'est-ce pas, anglophones sont arrêtés, n'est-ce pas, embastillés, sans jugement. Tout ceci contribue au pourrissement. Et ceux qui, à l'extrême, ne croyaient pas en la résolution pacifique, n'est-ce pas, de cette situation, ont eu gain de cause. C'est-à-dire que très rapidement, ceux qui disaient à d'autres frères anglophones, c'est pas la peine de discuter avec le régime Biya parce que jamais il n'accédera, n'est-ce pas, à nos revendications. Ah ben, se sont trouvés tout à fait légitimes de pouvoir exiger, brandir ce qu'ils sournoisement exigeaient, notamment la séparation. Ce sont ceux-là qui sont, on appelle les ambazoniens aujourd'hui? Tout à fait. Et c'est ceux qui sont, manifestement par leur capacité à se faire entendre autrement, ceux qui sont écoutés, donc ceux qui pensaient qu'on pourrait solutionner ce problème en envisageant, n'est-ce pas, une démarche négociée, pacifique, politique, sont complètement mis hors jeu. Et il faut dire, pour revenir à la réalité politique des choses, est-ce que finalement beaucoup d'anglophones aujourd'hui, et même beaucoup de Camerounais, ne donnent pas raison à ceux qui seraient aujourd'hui considérés comme des séparatistes? Oui, tout à fait. Cette histoire nous chagrine énormément. J'ai reçu ce matin des images, je ne dirais pas d'où elles émanaient, mais elles sont de cette région du Cameroun. Des villages étaient entièrement brûlés, comme ce que nos parents, vous et moi, avaient vécu au temps de la décolonisation, où on brûlait au napalm des villages entiers à l'ouest du Cameroun, Bastion, Bamileke. Ça se reproduit aujourd'hui en zone anglophone. J'ai reçu des images vidéo. Est-ce que vous les avez vues, ces images-là? Qu'est-ce qu'elles vous évoquent? Qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous? Ah oui, enfin, je crois que j'ai dû voir des images, si ce n'est pas exactement celle-là, mais j'ai vu des images qui y ressemblaient. Non, il faut dire qu'on est parti là dans un cycle de violence qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Parce qu'on a affaire à une armée conventionnelle, l'armée régulière, on va dire ça comme ça. Voilà. Et à une autre armée qui s'est organisée de manière très rapide pour défendre, n'est-ce pas, des points de vue des anglophones, appelons ça comme ça, pour faire simple. Ils sont sur leur terre. C'est également ça. Les Camerounais, les anglophones. Ouais, ils sont sur leur terre, sur un terrain qu'ils connaissent. Ils ne combattent pas avec l'armée camerounaise de manière tout à fait conventionnelle. C'est-à-dire que ils font des coups, à ce qu'il me semble. Et je ne vois pas comment il peut être possible de neutraliser de manière définitive une armée ou un groupe armé qui agit de cette façon. Ça me semble très difficile, n'est-ce pas, à court ou à moyen terme. On a l'impression qu'on assiste là à une forme de guérilla comme celle qu'on a connue avec les FARC en Colombie. Tout à fait, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a une escalade. On avait l'impression au départ que tout ceci pourrait être réglé très rapidement, mais on se rend compte qu'on va progressivement dans un vrai conflit armé et les pertes humaines qui sont subies, n'est-ce pas, des deux côtés, tant du côté de l'armée conventionnelle camerounaise que des séparatistes, renseignent de la violence et de la résistance que les séparatistes opposent, n'est-ce pas, à l'armée. Et on se poserait dans la question, mais pourquoi n'avoir pas anticipé ces situations? Pourquoi, n'est-ce pas, avons-nous risqué, n'est-ce pas, cette sale guerre? Pourquoi n'avoir pas négocié? Tous les Camerounais avaient appelé, n'est-ce pas, le pouvoir en place à ouvrir un dialogue, n'est-ce pas, avec les anglophones
qui permettrait, n'est-ce pas, d'envisager pour tous les Camerounais et pour ces anglophones, n'est-ce pas, un projet, un vivre ensemble qui leur conviendrait. Je confirme ce que vous dites, car il y a quelques mois, 4 ou 5, que j'avais reçu ici un de vos anciens collègues du SIF, M. Abel Elimbi Lobé, qui appelait à ce dialogue-là, et bien avant lui, d'autres le faisaient. À votre avis, pourquoi est-ce que le gouvernement en place ne veut pas discuter avec cette fraction-là? La raison est simple. Le pouvoir central à Yaoundé ne veut pas partager, ne veut pas être partagé. C'est-à-dire que cette organisation jacobine, Biya Ichi, il est pour lui hors de question de se séparer d'une partie aussi infime soit-elle de son pouvoir. Tout tient à ça. Quand on se rend compte que dans le Cameroun, ce Cameroun en ce siècle, encore aujourd'hui, on est réduit dans des villes les plus importantes du Cameroun à nommer des délégués du gouvernement pour agir en lieu et place des maires élus par les populations, on se rend compte que, oui, c'est-à-dire y compris dans les entités locales. Je ne sais pas si Philippe et les Français qui nous regardent, car nous sommes regardés par tout le monde, comprend, dans des régions du Cameroun, il n'y a pas de président élu des régions, on nomme des délégués du gouvernement, dont un représentant du gouvernement. Dans les communes importantes. Voilà, des communes Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Bamenda, etc. Voilà, on nomme un délégué du gouvernement qui fait office de président de région. De super maire. De super maire. Le maire, c'est trop peu dire, super maire, donc il chapeaute tout. Pourquoi ne pas organiser de simples élections dans ces régions-là pour qu'il y ait quelqu'un d'autonome qui gère les régions? Voilà. Pourquoi cela? Oui, ben, des élections sont organisées, justement. Des élections, mais le code électoral est fait tel que celui qui est élu dans ces contrées-là, c'est le président du conseil, n'a aucun pouvoir exécutif. Aucun. D'accord. Oui, il n'a aucun pouvoir. C'est le délégué du gouvernement qui est là. Voilà, tout à fait. Ça veut dire qu'on a donné... Donc le délégué du gouvernement est à la tête d'un conseil élu. Ah, d'accord. Ah oui, il y a les conseillers municipaux qui sont élus, mais à la tête du conseil, on nomme un délégué du gouvernement qui chapeaute tout, qui commande des élus. On nomme des gens pour commander des élus du peuple. Ça fait rire ça, mais c'est triste, hein? Oui, mais c'est terrible. Donc, quand on prend en compte cette logique du pouvoir, on comprend pourquoi M. Biya n'a pas voulu négocier n'est-ce pas, avec les anglophones, d'où, n'est-ce pas, cette escalade malheureuse que nous vivons aujourd'hui. Il se dit que les responsables séparatistes camerounais étaient retranchés au Nigeria, pays voisin, et qu'ils ont été interpellés et extradés au Cameroun ces dernières semaines. Est-ce vrai ou faux? Qu'est-ce que vous en savez? Oh ben ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne travaille pas pour des services secrets. Mais le terme extradé me choque. Pourquoi? Ben parce que l'extradition obéit à un formalisme, à une démarche juridique précise. Pour vous, non, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, l'extradition, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aurait des gens qui sont poursuivis, en l'occurrence M. Ayouk et ses confrères et ses collègues, par le gouvernement camerounais, qui sont arrêtés au Nigeria, sur la base peut-être d'un mandat, n'est-ce pas, d'arrêt émis par le Cameroun. Le gouvernement camerounais, par son ministre de la Justice, s'adresse au ministre de la Justice, au ministre des Relations extérieures camerounais, qui doit saisir le ministre des Relations extérieures nigérian. Ça, je schématise. Hein. Vous schématisez comment ça devrait se passer. Voilà la procédure d'extradition. Le ministre de la Justice camerounaise doit adresser une correspondance à son collègue. À son collègue. Ministre des Relations extérieures camerounais. Oui, ça c'est le schéma. Oui. Camerounais. Qui s'adresse au ministre, ça c'est la démarche, c'est le volet diplomatique hein, de la procédure d'extradition, qui s'adresse à son collègue nigérian. D'accord, son homologue plutôt. Son homologue nigérian, pardon, qui lui saisit
Son ministre de la Justice, son ministre de la collègue, Justice, maintenant. tout à fait, qui à son tour va saisir celui qui représente, qui agit au nom de l'État, Oui. n'est-ce pas, dans le cas camerounais, c'est le procureur général. Du Nigeria, dans ce cas-là. Tout à fait, qui donc instruit la procédure d'extradition. Ça, c'est dans tous les pays. C'est assez long, ça. Ah oui, tout à fait. Donc, pendant cette procédure d'extradition, les personnes mises en cause sont naturellement convoquées, Oui. entendues, Juste convoqué, pas interpellé. assistées. Ah oui, mais ils sont en général interpellés. D'accord. Il y a une extradition, ça veut dire que... oui. Assistés de leur avocat. Ah oui, parce que l'extrapolation, c'est un préjugement. Enfin, il y a une démarche procédurale qui respecte les droits de la défense. Donc, si ceci n'a pas pu avoir lieu en ce qui concerne Ayoub Tabé oui. et ses collègues, Alors, parce que ils auraient fait appel à un avocat. Mais aucun avocat, n'est-ce pas, n'a dit avoir rencontré ces personnages. Le deuxième élément, c'est que vous avez vu, n'est-ce pas, la complexité de la procédure. Ça suppose quand même un certain temps, une certaine durée. Pour une quarantaine de personnes... Une quarantaine de personnes, c'est au moins 2 années, là. Pour une quarantaine de personnes, je suis... et là, on n'est pas encore entré dans le fond, n'est-ce pas, de la situation, pour voir si, entre le Nigeria et le Cameroun, il y a une convention d'extradition. Il existerait une convention d'extradition pour voir si, compte tenu de la personnalité d'Ayoub Tabé, juridique des personnes, enfin des mises en cause, est-ce qu'elles sont camerounaises? Est-ce que par rapport à l'infraction encourue au Cameroun, elles peuvent être extradées? Est-ce que ces personnes bénéficient de protection particulière, etc. etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui m'amènent à affirmer de manière irréfutable qu'il ne s'est nullement agi d'une procédure d'extradition. Non. Il y a une démarche qui me semble démarche de service secret. Voilà. Il n'y a rien de juridique de toute façon. Cela signifie que l'extradition d'Ayoub Tabé et de ses collègues, il y a comment vous appelez ça? Vous êtes tous les deux du corps judiciaire. On appelle ça un vice de quoi? De procédure, c'est ça? Quand on parle de vice de procédure, c'est qu'il y a eu procédure. Il n'y a même pas eu procédure, alors. Ça vraiment... non. Ça, c'est l'extradition, c'est quoi? C'est la mafia, non? Non, je pense que s'ils sont à Yaoundé, comme le prétend le gouvernement camerounais, il y a eu un enlèvement et une déportation, tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles se sont présentées. Et dire qu'elles sont à Yaoundé, il faut également pouvoir le vérifier, hein, parce que telles que les choses se sont présentées, je ne suis pas sûr. Vous pensez que c'est de la communication politique? J'attends de voir. Écoutez, tout récemment, il y avait une de vos connaissances qui a été sur ce même plateau avec vous il y a quelques semaines, Patrice Nganon, qui a été également enlevé comme ça au Cameroun. Voilà, ça obéit à la même démarche, n'est-ce pas, procédurale, si on peut appeler ça comme ça. Démarche non procédurale, vous voulez dire? Oui, mais enfin, la vraie procédure qui se moquerait de la procédure. Ça commence à faire peur, hein, cette affaire-là. Oui, non, je pense qu'il y a... Dans toute cette brutalité, toute cette démarche empreinte de violence, d'illégalité, complexifie davantage ce problème. Parce que le Cameroun gagnerait à se rendre plus crédible quant à sa capacité à résoudre à terme ce problème en respectant au moins ses propres lois. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on n'est pas là, on est dans ce qu'on appellerait en camerounais une espèce de pala-pala comme ça, fonctionnel, qui fait peur et qui... comme je l'ai dit, complexifie davantage le dossier de la crise anglophone. Tout à fait. Là, vous empiétez dans la question, j'allais vous poser par la suite, comment sortir de ce conflit-là, maître Toko?
Avez-vous une petite baguette magique, une petite idée pour nous faire comprendre comment on pourrait en sortir? On ne peut en sortir qu'en discutant, qu'en négociant. Pensez-vous qu'il soit encore possible de discuter après tout ce qui s'est passé? J'ai vu des villages totalement brûlés, même les réserves nutritionnelles brûlées dans certains villages. Malheureusement, il n'y a pas une autre démarche qui permettrait de le faire. On ne peut pas faire autrement que comme ça. Après la guerre, il faudra toujours discuter. Vous pensez que une fois que Biya aura écrasé tous les villages, tué tout le monde, tout ira bien? Non, c'est pas possible. Il faudra négocier. On aurait dû commencer par ça, malheureusement. Est-ce que c'est une erreur politique de la part de M. Biya d'avoir usé de la force face aux revendications de cette population? Oui, mais c'est archi évident que c'est une faute politique grave. Je pense qu'il n'avait pas mesuré lui-même les conséquences de sa démarche, compte tenu de la tournure que prennent les choses. Et au jour d'aujourd'hui, oui, les choses semblent très très difficiles. Mais il faut négocier. Évidemment, dans cette logique-là, Biya ne serait pas l'interlocuteur idéal pour pouvoir négocier. Ce qui fait qu'il faut pouvoir envisager de mettre sur la balance le départ de Biya pour pouvoir résoudre le problème anglophone. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles se présentent. Parce qu'une figure nouvelle, n'est-ce pas, donnerait, n'est-ce pas, à cette personne-là, ou à ce nouveau chef d'État, une forme de virginité politique qui lui permettrait une somme de crédit, quoi. Tout à fait. Parce que les gens d'en face, je veux dire, les anglophones qui ont subi dans leur chair un certain nombre de violences, verraient, n'est-ce pas, en Biya, celui-là qui a assassiné leur frère, leur soeur, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de civils qui sont décédés dans des militaires aussi, hein, j'ai reçu des évidemment, images des militaires avec leur camion retourné, tous morts. C'est un carnage, hein, dans deux camps. Hein, mais évidemment, c'est terrible qu'on en soit là. Donc, je ne pense pas que la figure de Biya, que Biya puisse être un interlocuteur. Pour résumer, Biya doit partir. Ah oui, absolument. Pour qu'on retrouve la paix. Absolument, absolument. La profondeur des plaies est telle que s'il aime le Cameroun, il serait souhaitable qu'il se retire pour laisser le Cameroun se reconstruire, se réconcilier. Il vaut mieux en rire quelquefois, non? En rire, c'est pas rigolo, hein, ça, parce que honnêtement. Qu'un peuple subisse à l'intervalle de 50 ans les mêmes atrocités, parce qu'il faut le dire, ceux qu'on appelle anglophones aujourd'hui ne sont anglophones que parce qu'ils ont été mis sous tutelle anglaise par l'ONU. C'était la Société des Nations encore l'ONU. Oui. Bon, allez. Comme les Français aussi. C'est la même chose. Tout comme la partie francophone ouais. fut mise sous tutelle française après la Deuxième Guerre mondiale, après que l'Allemagne, qui était pays colonisateur du Cameroun, de la Namibie et du Togo, ait perdu la Seconde Guerre mondiale. On a placé ces trois pays-là sous tutelle. La Namibie à l'Angleterre, le Togo pour la France, et le Cameroun, on a morcelé en deux, l'Angleterre d'un côté, la France de l'autre. Donc ceux-là qu'on appelle anglophones aujourd'hui sont le même peuple que ceux qu'on appelle les Bamileke. Les Bamileke qui avaient déjà payé lourd tribut lors de la guerre de décolonisation. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc on a l'impression que l'histoire se répète dans la même région, sur le même peuple, 50 ans après. Oui, mais tous les anglophones ne sont pas Bamileke. Ils sont Grassfield. Ils sont pas Bamileke. C'est le même peuple. Pour moi, je pense le même peuple. Jusqu'au Nigeria, les Ibo, les anglophones, les Bamileke, c'est le même peuple. J'ai fait des recherches là-dessus. Et voilà, ça engage. Oui, il y a une proximité culturelle, mais je ne suis pas sûr. Et traditionnelle. Qui se revendiquent. Non, ils ne se revendiquent pas du tout, mais ils sont tous Grassfield, ce qu'on appelle les Grassfield. Ouais. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de discussion. Mais ils ne sont pas Bamileke, car le mot Bamileke existe depuis un seul siècle, et aujourd'hui, deux entités se discutent encore le nom, se discutent la création du nom Bamileke. Les Douala et les Tchans, donc ils ne sont pas Bamileke, mais ils sont tous Grassfield. Ouais. C'est le même peuple, même tradition, même tout. Voilà, on est d'accord là-dessus. Maître Touko, aujourd'hui, il y a plusieurs personnalités qui sont clairement prononcées
sur ces élections présidentielles qui auront au Cameroun, notamment déposer leur candidature. Je vais vous faire réagir sur certains d'entre eux, ceux qui sont les plus en vue, par exemple, Maurice Kamto, qui est en ce moment en tournée, une énième tournée européenne. Qu'est-ce que vous pensez de Maurice Kamto? Est-il l'homme de la situation? Le professeur Kamto, c'est un excellent universitaire. C'est un homme politique habile, peut-être trop habile, parce que compte tenu de son intelligence qui est connue, hein, parce que quand on a eu ce personnage comme étudiant, on se projette par rapport à sa capacité à agir des choses beaucoup plus efficientes que ce qu'il a pu présenter. Et je pense que le professeur Kamto a un profil. Le président non pas encore. Si ça peut lui porter chance, tant mieux. Je pense qu'il a... Oui, mais il est président de son parti. Hein. D'accord. Ouais, non, je pense qu'il a un profil intéressant, n'est-ce pas, qui pourrait également intéresser de nombreux Camerounais. Mais je pense également qu'il a, compte tenu de son potentiel, il avait raté un peu son entrée politique au Cameroun. Comment ça? Parce que quand on voit ce qu'offre ce personnage comme potentiel intellectuel, comme crédit sur sa propre personne, parce que c'est un monsieur qui, de par ce qu'on sait de lui, sa rectitude morale, intellectuelle, sa rigueur intellectuelle, on se serait attendu qu'il se montre beaucoup plus tranchant, n'est-ce pas, à l'endroit du régime. Hein. Mais on a vu se déployer quelqu'un de trop politique, de trop nuancé, ce qui a brouillé, n'est-ce pas, son message politique de prime abord. Ça, je regrette que ces conseillers en communication ne l'aient pas aidé, n'est-ce pas, par rapport à cette dimension-là. On a vu, j'ai vu, parce que je regarde avec beaucoup d'attention tout ce que disent et écrivent, n'est-ce pas, écrivent les responsables, ces responsables politiques. Et son message de vœux, c'est pas à l'occasion de la fin d'année, était super musclé, qui contrastait un peu avec ce Kamto d'hier qu'on a connu. Est-ce que c'est pour lui une forme de prise de conscience par rapport à une forme de communication, par rapport à des attentes des Camerounais? Parce que les Camerounais, ils attendent une vraie rupture. Hein. Ils ne sont pas là dans quelque chose qui ressemblerait à une forme de continuité. Ils attendent une vraie rupture. Et Frondi avait su incarner ça, y compris dans le discours. Oh bon, vu ce qu'il est devenu par après, il vaut mieux ne pas le prononcer quand on parle de Kamto. Oui, mais je suis obligé de le dire. Si vous voulez, je dirais donc, il manque, si vous ne voulez pas que je dise qu'il manque vous dites ce que vous voulez, à l'intelligence de Kamto, si vous ne voulez pas que je dise qu'il manque à l'intelligence de Kamto, le courage et l'adresse de Frondi, je dirais qu'il manque à l'intelligence de Kamto, n'est-ce pas, cette niaque de Frondi avait à l'époque. De Barack Obama ou d'un Sarkozy. C'est-à-dire cette capacité à voilà. D'accord, je comprends très bien. Tout récemment, vers la fin de l'année 2017, son épouse a été nommée à un poste par le président de la République. Est-ce que pour vous, c'était une stratégie pour affaiblir Kamto de l'intérieur? C'est pas exclu que ce soit le cas. Parce qu'on sait que dans cette logique-là, le pouvoir utiliserait tout pour essayer de faire entrer tout le monde dans les rangs. Et dans tous ces arguties politiques qui permettraient de brouiller un peu l'image d'un concurrent, le pouvoir en fait usage. Ce qui est curieux, Mme Kamto n'a jamais refusé cette nomination-là. C'est son choix. Est-ce que ce n'est pas là encore un signe de manque de courage de la part de Mme Kamto cette fois-ci?
Oh ben, je ne me permettrai pas de faire un... Car en parallèle, je parlerai d'un monsieur, Garga Amanadji, que vous connaissez, qui fut ministre sous Biya. En 1992, il démissionne du gouvernement Biya parce qu'il n'est pas en phase avec ce qui est prôné. Son épouse, qui était à l'époque proviseure du lycée de Kondongo, démissionne aussi de son poste en solidarité avec son mari. Oui, mais sauf que Garga, il a eu d'autres responsabilités récemment encore. Récemment, mais bon, 20 ans après. Non, mais je m'attendais à ce que Madame Kamto fasse une sortie pour refuser cette nomination-là, mais rien n'a été fait. Voici 3 ou 4 mois, je crois. Donc, oui. Oh, c'est son choix. C'est son choix qui peut être compris. Hein? C'est-à-dire que est-ce que quand on est l'épouse d'eux, on n'a plus droit à une forme d'épanouissement professionnel? Je pense que si votre point de vue peut souffrir de... Alors je pose la question, je n'ai pas de point de vue. Hein. je pense tout simplement, si je peux me permettre de penser, tout le monde a ce droit-là, même les journalistes, lorsqu'on est l'épouse d'eux et que ce monsieur d'eux aspire à occuper, à briguer la magistrature suprême de son pays, on doit lui être solidaire car on l'accompagnera dans ses fonctions-là. Dans ses éventuelles fonctions. Ah ben attendons de voir. Attendons de voir, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué, mais en attendant, comme tout n'est pas encore président de la République du Cameroun... Hein, même si le lapsus a failli faire de lui. Bon, nous allons aborder le cas de quelqu'un qui est passé sur ce plateau il y a quelques mois également, Maître Akeremouna, qui est du même corps professionnel que vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de l'homme politique? Pas de l'homme du corps judiciaire. L'homme politique, je pense que comme homme politique, Maître Akere a fait des apparitions dans le monde politique. Hein. Ce n'est pas un homme politique pur et dur. Nous sommes un peu des apparatchites. Hein. Mais Maître Akere, c'est pas la même démarche. Même s'il faut reconnaître qu'il n'a toujours pas été très éloigné du monde politique, hein, qu'il regardait avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs. Voilà, hein. tout à fait. Son papa fut... Oui. Voilà. Non, je veux parler de la politique active, comme militant. Hein. Okay. Je ne dis pas fils d'eux. La politique n'est pas héréditaire. Hein, épouse de fils d'eux. Non, je pense que de par son profil, c'est une très bonne candidature. C'est un homme d'expérience, c'est un personnage extrêmement compétent. C'est un anglophone, ça aurait pu servir à quelque chose si on était dans une démarche normale. Mais compte tenu du fait que la partie anglophone se retrouve dans l'état dans lequel on est-ce qu'il pourrait être un atout politique important? Parce que... il ne le serait qu'à la condition qu'il puisse convaincre les anglophones, déjà, pour pouvoir voter pour lui, et une bonne partie des Camerounais. Les anglophones, manifestement, pourraient être dans une logique de boycott. Le boycott de Maître Akeremouna? Boycott des élections présidentielles, oui, tout à fait. Mais... Tout à fait. Quand on voit ce qui s'y passe, bah oui, on pense on pourrait penser qu'un boycott dit actif pourrait être efficace dans cette région de pays. Il ne faut pas se cacher les choses. Dans ce cas-là, est-il utile d'aller aux élections au Cameroun quand on sait qu'une frange importante de la population n'ira pas voter? Ah ben ça, c'est une bonne question, parce que tous ceux qui s'engagent dans ce processus électoral devraient pouvoir conditionner la tenue des élections à la paix revenue, n'est-ce pas, au Cameroun. Comment pourrait-on conduire des élections dans un Cameroun en lambeaux comme celui-là? Surtout quand on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où M. Gbagbo a fait cette erreur-là d'accepter des élections dans un pays fractionné en deux, et on voit où ça l'a conduit. Voilà, donc je disais donc que Maître Akere pourrait être un bon candidat, mais ce qui lui manque, c'est une machine de guerre. Une machine de guerre, c'est quoi la machine? Un parti politique organisé. Sûrement, il pourrait se présenter sur la bannière d'un... Emmanuel Macron n'avait pas de parti politique et organisé non plus. Hein? Oui, enfin... En France.
c'est pas exactement la même chose. Mais il est un peu plus âgé, Maître Akerimuna, je vous le concède. Donc, il n'a pas cette machine de guerre-là derrière lui. Je lui souhaite pour son avenir politique qu'il trouve, qu'il puisse avoir cette machine ou qu'une entité puisse l'aider de manière efficace à drainer, à avoir une vraie dynamique dans ce sens-là. Mais il faut également s'interroger sur la manière quelque peu douce de sa démarche politique. Et ça, on peut remarquer cette attitude politique-là chez un certain nombre de responsables qui parlent du changement de manière assez douillette, de manière assez soft comme ça, comme pour ne pas fâcher Biya. Et il se dit même, n'est-ce pas, dans un certain nombre de cercles, que ceux-là, qu'un certain nombre de responsables politiques adopteraient ainsi sciemment une communication douce pour garantir, n'est-ce pas, une forme de paix au président Biya au cas où il perdrait des élections. Et que d'ailleurs, voilà, donc... Cela a été dit, Cabral Libi, qui était ici en octobre dernier, l'a dit, qu'on ne se permettrait pas de juger un vieillard de 85 ans. Il l'a dit. Ah oui, mais justement, c'est ça le piège. C'est ça le piège parce que ces discours-là ne passent plus dans l'opinion. Ces discours super doux, super soft ne passent plus. Ce pays a besoin d'une vraie thérapie de choc. Quand vous allez au Cameroun aujourd'hui, allez simplement dans la rue, dans la circulation routière, vous allez voir à quoi ressemble ce pays. Il a besoin de sécurité, il a besoin d'ordre, il a besoin de justice. J'entends justice sociale également. Et ça, on ne le fait pas, n'est-ce pas, par Ah oui. Pour pouvoir drainer le peuple, il faut lui tenir un discours tranchant. Je dirais même que le peuple camerounais est longtemps mieux pour le changement, mais cherche désespérément un leader à la hauteur de ses attentes. Ça, je le dis, j'ai fait ce terrain pendant 12 ans. Je sais à peu près ce que pensent les Camerounais. Et beaucoup d'entre eux le savent d'ailleurs. Mais offrir comme ça ainsi dégage à Biya au risque ça, c'était Cabral Libi, hein, c'était pas Akerimuna, donc on va recentrer au truc. On va remettre l'église au centre du village, surtout vu à quoi ça sert aujourd'hui l'église. Oui, mais je dis donc, offrir des gages comme ça à Biya, oui, contribue à démobiliser en fait son électorat. C'est un piège à con. Parce que, si vous voulez mon opinion, Biya ne partira pas comme ça. Revenons sur Maître Akerimuna. Iriez-vous jusqu'à lui conseiller de manger un peu du Jerry Rawlings? Jerry Rawlings, ancien président ghanéen qui est arrivé avec de la poigne à la tête du Ghana et a fait de ce pays ce qu'il est aujourd'hui, 8% de croissance en 2008, pendant qu'en France nous cherchions 1%. Voilà. Iriez-vous jusqu'à lui conseiller de manger un peu du Rawlings? Oui, mais c'est ce qu'attendent aujourd'hui l'opinion. C'est ce qui marche politiquement aujourd'hui. Le peuple attend, n'est-ce pas, d'un leader du mouvement, de l'action, de l'adresse, de la puissance. Ces régimes où on voyait des gens régner, n'est-ce pas, comme Biya, et puis laisser le pays en pilotage automatique, ça ne fonctionne plus. Le peuple veut un président qui va vers les événements, qui leur dit des choses avec une certaine puissance, avec une certaine adresse. Ça, c'est ce qui marche. Des formules désuètes de meeting, super intelligent, ça c'est dépassé, ça. C'est dépassé. J'aime le Cameroun, voir ces soldats qui me pour toi.